Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV dans 11 dit tout. Et aujourd'hui, je vous propose de parler santé, bien-être, nutrition et littérature. Et bien, comment on peut faire tout ça en une seule émission? C'est possible puisque mon intervenant porte toutes ces casquettes et les incarne pleinement. Je suis avec le professeur Hafed Halhoul. Bonjour professeur, un plaisir de vous avoir. Bonjour. Excusez-moi, c'est un tout petit peu difficile. J'entendais pas très bien la fin de la question. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai juste dit, je suis avec le professeur Hafed Halhoul qui incarne très bien santé, nutrition, bien-être et littérature. Ça vous va comme présentation? Parfaitement, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Un plaisir de vous avoir, professeur. Alors, avec vous, justement, on va parler de beaucoup de choses, puisque vous avez sorti plusieurs ouvrages consacrés à notre nutrition, souvent avec des titres chocs. Mais avant ça, je voudrais revenir avec vous, si vous le permettez, sur une déclaration que vous aviez faite. Vous avez dit « Nous voulons vivre dans un monde où personne ne développerait de maladies graves par simple ignorance nutritionnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement, professeur Halhoul? Tout simplement, c'est une question de perte de chance, en fait. C'est-à-dire que notre santé dépend essentiellement de notre mode de vie et de notre alimentation. C'est le principal. À partir de ce moment-là, il y a un savoir à maîtriser. Pour maîtriser son alimentation, il faut connaître les règles de la nutrition saine. Et donc, ce que je considère comme la perte de chance, c'est que des gens vont tomber malades, vont avoir un AVC, une crise cardiaque, beaucoup de problèmes de santé, simplement parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que tel comportement n'était pas nocif. Alors, quand vous parlez de... Donc, le vrai sujet... Pardon, quand vous parlez de comportement, justement, aujourd'hui, beaucoup de médias, et notamment ici, nous on parle beaucoup de l'alimentation saine, à savoir les règles, on va dire, les grosses règles, éviter les fritures, éviter la nourriture industrielle, etc. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, professeur Halhoul, vous allez au-delà de ces préceptes-là, au-delà de ces règles de base? En fait, les règles de base sont simples. C'est comme, vous voyez, quand on conduit une voiture, on est censé avoir un permis de conduire, on est censé connaître le code de la route, sinon on fait des accidents graves. Il en est de même pour l'alimentation. Quand on va manger n'importe quoi, évidemment, si on prend une fois, on mange une fois de la friture, ça ne va pas tuer quelqu'un. Ce sont les comportements qui sont répétés sur des années qui provoquent les accidents. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment une éducation. Il faut une éducation complète et suivie et un mode de vie pour avoir une bonne santé. Alors, revenons à votre profil. Vous êtes professeur Halhoul, titulaire de 2 doctorats, l'un en médecine et l'autre en sciences économiques de l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes également diplômé d'un master en nutrition et en nutrition alimentaire fonctionnelle et santé de l'Université Laval au Québec, avec également un diplôme universitaire en nutrition et diététique de l'Université Paris-Descartes. D'où vous vient, professeur, cet intérêt presque, on va dire, impressionnant pour l'alimentation et la nutrition? D'abord, je voudrais dire 2 choses. J'ai un parcours de médecin, tout simplement, et j'ai également un parcours d'un directeur général d'un laboratoire pharmaceutique. Et donc, ces 2 éléments, à la fois la médecine, tout simplement, et la pharmacie, enfin, je veux dire la partie laboratoire pharmaceutique, ça veut dire médicaments. On a tendance à parfois surcharger par les médicaments sans se pencher sur la prévention. Et donc, en fait, ce qui m'a intéressé, ce qui aujourd'hui m'intéresse et qui m'intéressera toute ma vie, c'est la prévention dans tous les sens du terme. La prévention par la nutrition, par le mode de vie. Et donc, j'ai vu tant de personnes
développer des maladies graves évitables, des AVC évitables. On dit souvent que les gens, que telle personne est décédée d'un AVC ou d'une crise cardiaque. La réalité, c'est que c'est 20 ans de mauvaise alimentation qui tue les gens. Ce n'est pas l'AVC. L'AVC, c'est juste l'acte final. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de développer, je me bats depuis quelques années aujourd'hui, pour donner de la connaissance à toutes les personnes qui sont intéressées et qui veulent protéger leur capital santé. La santé, c'est un capital et chacun de nous peut le fructifier ou le détruire. Donc, c'est ça le principe de base global sur lequel je base ma démarche. Et un point important, c'est par exemple, il faut apprendre et ensuite il faut changer les comportements. Ce sont deux sujets différents. Et ce sont des thèmes sur lesquels je travaille beaucoup. Aider les gens à changer leur comportement alimentaire. Alors, aider les gens à changer leur comportement alimentaire, est-ce que ça passe aussi par ce concept que vous avez développé qui s'appelle le Nutri-Visual Learning? C'est quoi exactement? Exactement. Alors en fait, c'est une bonne question parce qu'il y a deux éléments en fait par rapport à la nutrition ou par rapport à le fait de s'alimenter ou par rapport à n'importe quelle chose qu'on a envie d'apprendre. La première question, c'est qu'il faut une éducation, c'est-à-dire apprendre quelque chose avec des bases solides et savoir que maintenant je sais que ces aliments-là sont bons pour moi et ceux-là ne sont pas bons pour moi. Ça, c'est la première partie. Après, la question qui se pose, c'est que on s'est rendu compte que les gens par exemple, qui ne suivent pas, qui ont la connaissance, en fait. Il y a des personnes qui ont la connaissance, mais qui ne changent pas les comportements. C'est la raison pour laquelle on va aider les gens par le visuel, parce que le visuel, c'est instantané, on n'a pas de temps à perdre, et très vite, on comprend. D'où l'intérêt d'injecter dans la démarche globale éducative que je mène, c'est le visuel, c'est quelque chose d'extrêmement... On dit toujours... une phrase, une image, c'est mieux que 1000 mots. Et donc ça m'aide beaucoup parce que quand on voit les choses, on les retient très vite, très vite. Mais quand on vous écrit des choses, vous oubliez très rapidement. Donc ça, c'est quand vous dites que les gens peuvent avoir l'information, mais pas ça, mais pas la pratique. C'est à ça que ça sert, ces images, à ancrer la pratique, à dépasser l'information et à... Ouais. Alors l'image, elle aide, mais par contre, l'élément le plus puissant pour transformer les comportements, c'est la psychologie comportementale. Alors c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, sur lequel il y a eu 2 prix Nobel d'un psychologue qui a travaillé avec un autre chercheur pour définir une connaissance, une technique incroyable, c'est-à-dire la manière de dire les choses, la manière de poser la question va orienter la personne et la personne, elle va psychologiquement être affectée parce qu'on a dit quelque chose de très pertinent et qui est bénéfique pour la personne. Donc, la puissance de la psychologie comportementale est vraiment importante. Elle est valable partout d'ailleurs. Elle est utilisée dans le monde de l'écologie, pour l'économie, d'énergie. Et ce sont des choses extrêmement intéressantes. Ok, quand vous dites quelque chose de très pertinent, est-ce que c'est forcément personnel? Est-ce que c'est un accompagnement à la carte? Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, quand on voit les campagnes de lutte anti-tabac, on a beau mettre des images chocs qui font peur, et puisque même pour l'alimentation parfois, pour le sucre, on parle d'addiction. On a beau mettre des images chocs de poumons calcinés à cause de la nicotine, etc. On a beau dire aux gens que l'obésité tue, on a beau dire aux gens que le sucre donne le cancer. Eh bien, même en montrant des images des images chocs, ça ne marche pas. Est-ce qu'on n'a pas
tous le même comportement face à l'information et à l'image et à la sensibilisation? Est-ce qu'il faut un accompagnement à la carte? Il faut un accompagnement. Par exemple, pour le sida, au tout début, c'était le Oui. début de l'histoire, c'est-à-dire que, voilà, le sida, il y a des gens qui ne voulaient pas respecter l'hygiène qui était à l'époque recommandée. Malheureusement, le tabac, c'est le même problème parce qu'on est dans des addictions. Moi, je suis dans le domaine de la nutrition, beaucoup plus simple que éduquer les gens à ne plus fumer, à ne plus boire. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une composante quand même de dépendance. Mais le sucre aussi, professeur Ondy. Est-ce que vous êtes d'accord justement quand on dit que le sucre est aussi puissant, voire plus puissant que la cocaïne en termes d'addiction? Tout à fait, tout à fait. Le sucre est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Je dirais même que ce que je citais, c'est que le tabac, que le reste. Mais on peut toujours changer, mais il faut éduquer, suivre, expliquer en tout cas. Quand on explique, par exemple, une astuce, par exemple, quand on sait que le sucre, les gens, ils ont peur du sucre, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? Diabète, maladie cardiovasculaire, même l'Alzheimer. Mais les gens, ils continuent de manger du sucre. Par contre, parfois, il suffit de dire à une personne, vous savez qu'il y a des études qui montrent que le sucre produit les rides et vieillit. Et là, du coup, il y a des gens qui se disent, ah, tiens, je vais baisser un peu de sucre. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend des contextes. Ça dépend de la personne. Il y a des chercheurs. Ça dépend de la personne. Et puis, alors par exemple, aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont des techniques dermatologiques, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des gens qui mangent beaucoup de sucre, ils vont faire un scanner de leur peau et ils découvrent à l'intérieur, sous la peau, des substances qui favorisent le ride. Et là, à chaque fois que je raconte ça à des gens, je vois bien que les gens, ils baissent un peu la consommation de sucre et donc ça affecte, ça atteint. C'est ça. Ça affecte voilà. et atteint. C'est-à-dire que quand ça touche, voilà, quand ça touche le physique, les choses qu'on n'a pas, le vieillissement, à ce moment-là, on est capable de faire un petit peu faire attention. Faire attention, absolument. Alors, professeur Helhoul, vous avez écrit beaucoup de livres, vous écrivez beaucoup à ce sujet, avec souvent des titres très accrocheurs. Alors, est-ce que en réalité l'alimentation est capable de tout ça, ou en toute honnêteté, c'est aussi une manière de marketer les produits? Je vous donne un exemple. Quand vous dites, par exemple, les aliments qui vous sauvent la vie, quand vous dites, soyez l'expert de votre nutrition, les 7 habitudes des cerveaux heureux, est-ce que c'est vrai que l'alimentation joue un rôle aussi important dans notre vie? Par exemple, c'est très simple. Merci d'avoir posé cette question, parce que ça, c'est mon livre Les super-héros de votre assiette, qui a été édité par les éditions Larousse. En fait, ce livre-là, je l'ai écrit pour dire aux gens, en fait, que vous avez la possibilité, si vous apprenez, vous avez la possibilité de ne consommer que les aliments qui vous protègent, que les aliments qui vous apportent de la santé, qui développent votre cerveau, qui vous développent toutes vos capacités. Ce que j'appelle cela la nutrition de la performance. Et en fait, ce sont des aliments qui sont identifiés avec un comportement, avec une consommation particulière. C'est-à-dire qu'il y a une science forte là-dessus, il y a une science précise. On dit même parfois que la nutrition est une science exacte, ou presque exacte. Et à partir de là, il suffit, dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, je voulais montrer aux gens que si vraiment vous voulez faire les bons choix, ils sont là devant vous. Je les ai appelés les super-héros de votre assiette. Après, je dis aux gens, vous savez, tout le monde sait que la friture, c'est pas bon, le sucre n'est pas bon. Il y a tout ce qui est négatif. Mais alors, de ce côté-là, on a des gens aussi
qui sont ignorants, mais qui ne savent pas que la friture est mauvaise pour leur santé. Vous voyez, donc Absolument. il faut dire aux gens, voilà, quand vous mangez ça, vous êtes en garantie, vous avez une assurance santé que vous achetez. Mais si vous mangez mal, sciemment ou pas, ben en fait, vous dégradez votre santé, c'est très simple. Par exemple, un exemple, la friture qui a quand même domine le monde, c'est immédiatement quelque chose qui rentre dans le corps et qui provoque l'inflammation chronique. Or, l'inflammation chronique, tout le monde sait, tous les médecins savent que l'inflammation chronique, quand elle s'installe, c'est un fléau qui va générer toutes les maladies de civilisation aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mes livres, elles écrivent une réalité, c'est-à-dire que je dis, voilà, vous savez ce qu'il faut faire pour avoir une très bonne santé, au-delà bien sûr, l'activité physique, il n'y a pas que la nutrition dans la vie. Mais à votre avis, professeur, Après, pardon, une question, mais à votre avis, aujourd'hui on est à l'ère de l'information. L'information d'une alimentation saine, une alimentation qui protège la santé, eh bien c'est sur toutes les plateformes, que ce soit les médias linéaires, les réseaux sociaux, voilà, l'information est là. Qu'est-ce qui fait que les gens n'adhèrent pas encore vraiment, puisqu'on a encore des taux d'obésité qui augmentent, on a des problèmes d'hypertension annuellement, on a un diabète annuellement, on a des cancers annuellement, etc. Pourquoi les gens n'adhèrent pas? Est-ce que mal manger fait plus plaisir que bien manger? Est-ce que manger bien, manger sainement n'est pas agréable en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que moi, ce que je constate, en tout cas autour de moi, qu'il y a une volonté d'aller chercher la bonne alimentation. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui veulent comprendre et qui sont anxieux parce qu'ils ne savent pas. Et c'est pas évident en fait. L'alimentation, c'est une question c'est de l'émotionnel, du psychique, de l'histoire, des habitudes, de l'offre alimentaire, de la connaissance. Il y a tellement de choses. Et dans mes livres, justement, je règle ces problèmes-là. C'est-à-dire que je dis aux gens de façon très simple, apprenez. Si vous n'apprenez pas, vous apprenez à conduire votre voiture et vous ne savez pas conduire votre santé et votre nutrition. Et je crois que c'est ça le sujet. On a malheureusement, vous voyez, cette idée de dire on apprend tout, on peut apprendre n'importe quoi, tout ce qu'on veut apprendre, mais il n'y a personne qui nous apprend à manger. C'est vraiment un souci, mais je vois un développement. Il y a beaucoup de données et les données sont là, mais il y a des gens quand même qui suivent, qui veulent apprendre, qui font attention aujourd'hui. Vraiment, il y a une montée en puissance forte, ouais. Alors, on va passer à la pratique, justement, si vous le permettez, pour ces dernières minutes ensemble. Quand vous dites les aliments qui vous protègent, connaissez les aliments qui protègent votre santé, est-ce qu'il y a des aliments qui conviennent à tout le monde ou là encore, ça dépend de son mode de vie, ça dépend, par exemple, ça dépend de son groupe sanguin. Est-ce que cette histoire de groupe sanguin est véridique? Très franchement, j'ai des doutes, vraiment. Je pense que ça complexifie les choses. C'est trop. En fait, on est loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on veut juste faire quelque chose de simple et on n'arrive pas à le faire et on va faire des choses qui. Moi, je suis pas fan de cette histoire de démarche-là. Okay. Ouais. En tout cas, c'est pas, je ne suis pas expert dans ce domaine-là et puis je n'ai pas eu des choses qui sont sérieuses là-dessus. D'accord. Mais quand vous dites des aliments qui vous protègent, quel est votre aliment, professeur, votre aliment phare? En fait, c'est très simple. Ça va paraître complètement banal. Mais quand on regarde, en fait, aujourd'hui, la première chose qui est la plus importante pour tout le monde, c'est les fruits et légumes. Alors, ça paraît basique, tout le monde le sait. Sauf que
c'est vraiment, si on devait classer les aliments pour dire quels sont ceux qui sont les plus importants, et au point qu'une étude suédoise a montré que les gens qui ne mangent pas assez de légumes et de fruits, je préfère le dire comme ça parce que ça va percuter un petit peu, c'est que quand on dit que fruits et légumes c'est banal, mais les études montrent que quand on ne mange pas assez de fruits et légumes, en comparaison avec une personne qui mange des légumes, la personne, elle perd 3 années de vie, 3 années d'espérance de vie sur le long terme. Donc ça, c'est quelqu'un qui mange que… Les gens qui mangent que de la friture, du pain blanc, du riz, des sushis, tout ça, où il n'y a rien dedans, donc sans jamais manger de fruits et légumes, ben en fait, on a une perte de chance considérable qui se quantifie en années perdues de vie. Et c'est vraiment des études intéressantes qui nous montrent ça. C'est la raison pour laquelle le monde entier, toutes les sociétés de nutrition, elles matraquent ce message du matin au soir. Mais alors Donc justement, ça, et puis… une question par rapport aux fruits et légumes, justement. Est-ce que le mode de consommation est important? Par exemple, la cuisson des légumes, la préparation des fruits, est-ce que c'est cru? Est-ce que c'est en jus? Est-ce qu'une fois que vous avez, par exemple, un groupe de personnes qui mangent des fruits et légumes, mais est-ce qu'il y a aussi par rapport à ça des recommandations particulières? Alors effectivement, c'est la question, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter plein de légumes chers, bio, des choses comme ça, parce qu'ils vont investir pour leur santé. Mais en fait, quand on va mettre, par exemple, des légumes dans un four qui est poussé très très haut en terme, en température, et ben écoutez, en fait, on peut détruire jusqu'à 90% des nutriments. Donc, on va manger des légumes qui sont grillés, qui sont jolis avec les traits noirs un petit peu carbonisés. Et puis, en fait, on a perdu notre argent et même on a affecté notre santé parce qu'on n'a pas bénéficié de ces nutriments. Et puis, on a avalé peut-être parfois quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Voilà un exemple, mais il n'y a pas que ça. La friture, ça détruit les aliments et en même temps, ça provoque l'inflammation dans le corps des personnes. Hmm. Donc, effectivement, il y a un sujet majeur, comment s'alimenter sainement sans détruire ce qu'on a dans notre assiette. Est-ce que vous avez la réponse, professeur, à cette question? La réponse, évidemment, forcément, c'est mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux expliquer aux personnes quelle cuisson et pour quel aliment. C'est-à-dire qu'il y a un optimum. On sait très bien, les nutritionnistes et puis les experts, on sait très bien que, par exemple, les épinards, c'est mieux de les consommer crus que cuits ou en vapeur, parce que c'est un cas très particulier, les épinards. Après, on a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, moi, dans le livre Les super-héros de votre assiette, il y a une partie sur la cuisson, une partie qui est extrêmement importante, qui vous montre quel mode de traitement, de cuisson, pour quel aliment, à quel moment on va faire la vapeur. Voilà. Ok, donc justement, la vapeur n'est pas forcément mauvaise pour tous les légumes. Le grillé n'est pas forcément mauvais pour tous les légumes. Le jus, justement, les jus de fruits. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'un fruit doit se consommer entier et pas en jus? Alors moi, c'est plus que ça, en fait. Malheureusement, il y a une tendance actuelle. Au-delà des jus qui sont de mauvaise qualité, même si vous prenez votre orange que vous pressez chez vous, qu'elle soit bio ou pas, c'est pas quelque chose que les médecins nutritionnistes recommandent, parce que en fait, il vaut mieux manger une orange que de presser 3 oranges. Ça veut dire qu'on va avaler énormément de calories.
Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'experts considèrent que boire régulièrement des jus, on a un risque de diabète. C'est clair et net. Même si c'est des fruits naturels. Je dis aux gens, même si des fruits naturels, pourquoi? Parce que la question, c'est que vous avez beaucoup de sucre. Vous voyez, c'est pour faire pour avoir un grand verre de jus d'orange, c'est 3 oranges. Or, 3 oranges en calories, c'est pas la même chose. Et en plus, là, c'est un liquide. Et il y a quelque chose d'important parce que le liquide, le cerveau, il ne le calcule pas complètement. Vous voyez? Mais quand vous avez mâché une orange pendant 15 minutes ou 10 minutes, ça fait quelque chose d'autre. Ça joue sur la satiété. Donc, il faut vraiment apprendre à manger. Voilà, il faut apprendre à manger. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps, professeur Hafed Helhoul, et d'avoir été avec nous sur Média TV pour toutes ces explications. Une interview qu'on peut retrouver à n'importe quel moment sur notre site mediantv.com. À très très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb, sur Média Podcast et sur Média TV. Au revoir.